20h30 à Paris, la suite de l'essentiel sur France 24. Dans un instant, on va plus loin. Avec nous ce soir, Patricia Alémonière, grand reporter, autrice de Géopolitique du Sahel aux presses universitaires de France. En face de vous, Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Et vous signez, vous, l'agence Histoire secrète de la CIA aux éditions Talendier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. 6700 plutôt soldats, 98 avions, plus de 300 véhicules. Jamais autant de militaires auront défilé pour un 14 juillet, jour de fête nationale ici en France. L'édition 2026 s'est voulue massive avec un message clair, une armée prête au combat et un soutien renouvelé à l'Ukraine. C'est donc l'Ukraine et ses alliés qui étaient mis à l'honneur du défilé du 14 juillet ici en France, le dernier d'Emmanuel Macron président. Pas moins de 24 chefs d'État ou de gouvernement européens auront fait le déplacement. Parmi eux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, longuement applaudi à son arrivée. Stéphanie Pérez. Dernière descente des Champs-Élysées dans le fameux commande-car, aux côtés du chef d'état-major des armées. Dernier passage des troupes en revue. Dernière apparition en chef de guerre. Pour son 10e et ultime 14 juillet, Emmanuel Macron a souhaité un défilé version XXL, comme une vitrine de sa politique étrangère. Premier symbole, lorsque les 9 Alpha Jets de la patrouille de France ouvrent le défilé aérien, c'est entouré de 2 Mirage 2000, pilotés par des binômes franco-ukrainiens. Dans la tribune présidentielle, aux côtés de 25 chefs d'État étrangers, Volodymyr Zelensky en invité d'honneur. Le président ukrainien qui applaudit comme le public ces 25 militaires venus de Kiev. Saluer aussi les 500 soldats de la coalition des volontaires, prêts à se positionner en cas de cessez-le-feu en Ukraine. Dans la foule, nombreuse, qui se presse sur les Champs-Élysées, de l'admiration et de la gravité. L'audace à la française, voilà, surtout en cette période d'enjeux stratégiques importants et de nécessité de mettre en avant nos forces. Dans le temps qu'on traverse avec toutes les guerres autour de nous, il faut que la France affirme qu'elle est aussi une grande puissance. Une démonstration de force placée sous le signe du réveil européen selon l'Élysée. 6700 soldats, dronistes, marins, 98 avions, 31 hélicoptères au-dessus de Paris. Un nombre record, toutes les forces impliquées dans la défense à l'est de l'Europe. Et l'émotion des familles des militaires. Pour l'instant, je suis là pour voir mon fils, je l'ai vu, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Dans les contextes qu'on a et qu'on connaît au niveau du monde, c'est peut-être important, peut-être aussi un peu inquiétant, sûrement nécessaire aussi. Pour le final, une ultime Marseillaise. Et une photo pour l'histoire, autour de Volodymyr Zelensky, l'Europe unie. Antoine, on l'a vu, les effectifs sont énormes. On a sorti l'artillerie lourde avec cette mise en scène champ de bataille. C'est pleinement assumé avec un message clair. Oui, c'est même un record en termes de participation de troupes. Et oui, après, il y a des messages clairs que veut montrer Emmanuel Macron. C'est qu'il a doublé le budget de l'armée, qu'il a tenu sa promesse d'arriver à 2% du PIB pour les budgets des armées ou de la défense, comme on disait jusqu'à Emmanuel Macron d'ailleurs, parce que c'est lui qui a rebaptisé ça en ministère des armées. Donc il veut montrer que finalement, certes, il ne veut pas faire de tournée d'adieu, même si ça commence à être son dernier 14 juillet, il y aura le dernier 11 novembre et le dernier 8 mai. Mais ça reste quand même l'heure du bilan, ou en tout cas du début du bilan, et il veut que dans son bilan, eh bien, il y ait une armée qui se soit renforcée. C'est le sénateur très pro-macroniste François Patria dans les colonnes du Figaro qui disait que avant Emmanuel Macron, l'armée française était en voie de clochardisation. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais clairement il y avait des manques en tout cas. Et ces manques, non, je ne dis pas qu'ils sont tous comblés, mais en tout cas il y a une autre dynamique. Après la conjoncture a aussi fait que il a fallu le faire.
Patricia, une armée prête au combat, hein, c'est le message qui est délivré. Ça veut dire aussi prête à des combats d'une autre intensité. Si on revient sur cette mise en scène champ de bataille, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur les autres défilés, notamment lorsque la France était engagée au Sahel, par exemple, on voit que les armées n'étaient pas du tout disposées pareil. On voit que effectivement les défilés n'avaient pas la même teneur. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'effectivement, d'abord, il y a plus de 6000 hommes qui ont défilé. Petit clin d'œil, Donald Trump, pour son défilé, c'est à peu près le même chiffre, 6000, je crois, 6500, enfin à peu près pareil. Bon, fermons la parenthèse. Là, ce qui est intéressant, c'est effectivement la participation des Européens, massive. Et c'est bien le message et le vrai message que va laisser, à mon avis, Emmanuel Macron. C'est cette dimension européenne qu'il avait commencé à entamer avec son discours de la Sorbonne en 2017 et qui est là, qui est manifeste. C'est le réveil stratégique, finalement, de l'Europe avec ce pilier européen au sein de l'OTAN. Ce qui est paradoxal, c'était lui qui disait tout au début de son premier septennat, l'OTAN est morte, étant mort cérébrale. Donc on voit bien à quel point il y a eu la réalité nous a obligé la France à bouger. Alors quant à la capacité de l'armée française, oui, son budget va doubler d'ici 2030 par rapport à ce qu'il était avant. C'est bien. Mais c'est loin d'être suffisant. Alors, vous me direz, on est complètement embourbé, on n'a plus d'argent. Donc, on fait ce qu'on peut. Et même certains Français trouvent déjà qu'on fait trop. Mais ils n'ont pas tellement peut-être envisagé que la guerre, effectivement, pouvait être à l'horizon une vraie guerre, cette fois-ci. Et c'est bien ce que le chef d'État aussi souligne. Il peut y avoir des sacrifices. Oui, c'est ce qu'il disait hier. Voilà. D'être capable de payer le prix du sang. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et le rôle d'un chef d'État, c'est de protéger le pays. Donc, on va bien voir... Chef des armées, d'ailleurs. Chef des armées en France. Bon. Le point important, c'est que est-ce que la France en fait assez? Elle en fait à la hauteur de ses besoins. J'ai envie de dire qu'en 2030, l'Allemagne aura un budget de défense 3 fois supérieur au nôtre. La Pologne aura une des plus grosses armées européennes. Je ne mets pas l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Donc, on a un risque aujourd'hui. Et si effectivement les futurs candidats ne reprennent pas le flambeau et ne poussent pas cet élan, on risque à terme, et c'est la grande inquiétude de certains militaires, malgré les efforts effectivement très importants qu'a entrepris le président de la République, on risque à terme d'être déclassé par rapport aux efforts que font les autres pays au sein de l'Europe. Donc, si vous voulez, je crois que l'effort entamé par Emmanuel Macron, si on veut prendre la menace au sérieux, il faut aller au-delà de ce qui est déjà entrepris. Et le risque est encore plus grand pour poursuivre ce que disait Patricia, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas forcément poursuivre l'effort, mais même qui veulent aller dans le sens inverse, je suis pas rentrée dans la et politique revenir intérieure. En arrière. Et donc là, en termes de déclassement, ce serait évidemment dramatique. Il ne s'agit pas d'être va-t-en-guerre en disant ça, simplement des besoins qu'a la nation et d'être au niveau du monde actuel et des besoins actuels. Et notamment, le symbole européen est très important. Alors, le 14 juillet, tous les chefs d'État s'en sont servis à des fins diplomatiques, évidemment. Donc on envoie des signaux. Et à un moment donné, on a eu les Maliens, par exemple, quand la France était très investie au Mali. Il faut se rappeler que le premier défilé du 14 juillet d'Emmanuel Macron, c'était Donald Trump qui était invité. Et donc on termine non plus avec Donald Trump, qui pourtant est là, mais avec les Européens, pour bien montrer que... on a aussi notre indépendance, qu'on essaye justement de la renforcer militairement, diplomatiquement, et il était important, très symboliquement, qu'il y ait Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui soit là non seulement ces derniers jours pour la coalition des volontaires qui s'est réunie hier, mais aussi pour ce 14 juillet. Le président ukrainien a longuement applaudi d'ailleurs dès son arrivée. Message de soutien à l'Ukraine, Patricia. Il y a eu ces soldats aussi ukrainiens qui ont été longuement applaudis. C'est un message de soutien à l'Ukraine, je disais, mais aussi un message clair à Vladimir Poutine d'une certaine manière. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est à quel point la relation entre les deux hommes finalement est devenue une relation presque de complicité. Elle était quand même mal partie au début, souvenez-vous, quand Emmanuel Macron pensait et voulait absolument garder un dialogue avec la Russie dans son premier quinquennat. Donc là, maintenant, d'ailleurs, on l'a bien vu à la fin, au début, quand ils s'embrassent, quand les deux femmes discutent, etc. Les deux premières dames discutent. Donc, il y a entre les deux quelque chose de complice. Mais Emmanuel Macron a porté la voix de l'Ukraine, n'ayant pas les moyens, finalement, que certains autres ont, comme les Britanniques qui ont fait des énormes efforts sur un plan financier en apportant des armes à l'Ukraine. Les Allemands qui se sont réveillés tard mais qui ont doublé, triplé leur effort.
avec un réveil tardif, je vous l'accorde. Mais dès qu'on est passé sur un autre chancelier, effectivement, l'effort allemand était beaucoup plus important que nous, mais nous avons eu la force diplomatique de porter la voix de l'Ukraine dans les plus hautes instances. Aujourd'hui, le 13 juillet, il y a eu cette réunion, effectivement, de la coalition des volontaires. Beaucoup de gens rigolent sur la coalition des volontaires en disant « Ouais, bon, d'accord, ils sont tous ensemble, mais il n'y en a pas un qui ira sur le champ de bataille soutenir, et des troupes qui iront soutenir les Ukrainiens. » Peut-être, mais qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre quand même à Vladimir Poutine que son but, qui était de casser l'Europe, de la cliver, pour l'instant, n'a pas marché. Ça marchera peut-être avec toutes les prochaines élections qui nous attendent en Europe, en Italie, en Allemagne, en France. Peut-être que l'Europe sera clivée. Aujourd'hui, l'Europe démontre sa force, pas seulement à Vladimir Poutine, mais aussi à Donald Trump. Il n'y avait pas d'Américains invités. Oui. Et il y avait des membres des soldats voilà. de l'OTAN, mais pas des États-Unis, effectivement, Antoine. Message clair aussi à Donald Trump, d'une certaine Oui, le message est très clair. C'est pour ça que je rappelais d'ailleurs que c'est lui qui avait été le premier invité. Même s'il est encore dans l'aspect diplomatique, Donald Trump, Emmanuel Macron, pardonnez-moi, essaye toujours de garder tout le monde à bord, notamment décidément, Donald Trump. Ils sont trop proches, vous voyez, c'est le flou artistique. Il ne nous reste que quelques minutes avant le foot, on est perturbé. Mais comme il a pu le faire d'ailleurs avec le château de Versailles, avec Vladimir Poutine, mais ça n'avait pas fonctionné au début de son mandat, dans les tout premiers mois, pour essayer d'engager en effet le dialogue qu'évoquait Patricia. Il a voulu d'ailleurs poursuivre ce dialogue au début de la guerre. C'est là où ça avait été compliqué avec Volodymyr Zelensky, mais aussi avec d'autres Européens. Et il a voulu se servir là de Versailles, par exemple, pour Trump encore. Donc il y a toujours ce genre de symbole ou d'événements auxquels essaie de s'accrocher Emmanuel Macron. Alors parfois, évidemment, ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins bien. Mais symboliquement, voilà, pour avoir un Trump dont on avait compris un peu déjà, pas autant qu'aujourd'hui, l'imprévisibilité, parce que ça n'a fait que s'aggraver, il avait tenté de lui dire, voilà le faste un peu français, voilà ce que vous aimez. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu un arc de triomphe à Washington, qu'il a voulu son propre défilé qui a été particulier, disons chaotique, voyage, je vais rester diplomatiquement correct, politiquement correct, mais donc il essaye toujours de s'accrocher à ça, et clairement, oui, aujourd'hui, ce n'était pas les Américains, ce n'était pas tous les soutiens de l'Ukraine ou l'Occident qui était là, c'était bien les Européens, on s'unit, on se renforce, on essaye d'avoir une Europe de la défense. Ça fait quand même partie des choses qu'on entendait vaguement de temps en temps, mais de suite ça a hérissé les cheveux sur la tête de beaucoup de monde. Et depuis ces dernières années, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien certains ont commencé à comprendre que ça devenait une nécessité. Alors quand on dit Europe de la défense et nécessité, ça veut pas dire qu'on doit avoir qu'une seule armée. Tout est compliqué, c'est l'Europe. Donc rappelez-vous la fameuse phrase, quel est le numéro de téléphone? On ne sait pas, parce qu'il y en a beaucoup et que ça change régulièrement. On voit que bref, en tout cas, c'est un signal qui est assez clair et était assez clair aussi une nouvelle fois, sans surprise, mais ça reste un message fort d'avoir l'Ukraine aux côtés de la France pour bien montrer que quoi qu'il se passe, il y a un soutien indéfectible avec les dirigeants actuels, comme le rappelle Patricia, parce que tout peut bouger très vite envers nos amis ukrainiens. Alors d'autant qu'on l'a rappelé, que ce défilé du 14 juillet, il intervient au lendemain de la coalition des volontaires, qui était donc réunie à Paris hier. 37 pays alliés de l'Ukraine, et à l'issue de ce sommet, il y a plusieurs annonces qui ont été faites, dont ces batteries anti-aériennes et ces Rafales que compte acquérir Kiev, des avions de combat, donc en première ligne face aux menaces russes. Regardez cette illustration en Lituanie avec ce reportage d'Alexandre Allais et Clément Le Goff. Sur ces images rares fournies par l'armée française, 2 Rafales en alerte dans le ciel lituanien. Quand depuis le cockpit, les pilotes repèrent la silhouette d'un avion suspect. Les Rafales s'en approchent à une dizaine de mètres. C'est un avion de chasse russe, armé. Sous son fuselage, on distingue nettement 2 missiles. Objectif, le dissuader d'aller plus loin et l'emmener immédiatement hors de l'espace aérien des pays baltes. Ce jour-là, l'avion russe accepte de se faire escorter. C'est la mission de police du ciel, assurée par un détachement français de l'OTAN. Depuis 4 mois, sur cette base en Lituanie, 4 Rafales et leurs équipages français sont en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour être prêts à décoller à tout instant en une poignée de minutes, ils s'entraînent sans relâche.
comme ce jour-là. Vous allez où là? Là, je ne sais pas sur quoi on part. C'est le principe de déclenchement sur alerte, c'est que on nous demande de décoller en urgence, mais on ne sait pas pourquoi. Rapidité, concentration maximale. Ce n'est qu'une fois en vol que l'équipage découvre la menace à intercepter. Lors de cet exercice, une simple mission de surveillance menée avec 2 Rafales. À 28 ans, Lucas est navigateur officier d'armes. Depuis le début de son détachement en Lituanie, il a déjà mené plusieurs interceptions. Ce qui nous intéresse, ça va être de chercher le numéro d'identification de l'avion, regarder l'armement qu'il emporte. Ici, on peut voir qu'il emporte des missiles de combat aérien. On va venir chercher la nationalité, le numéro d'identification de l'avion et suivre toutes les actions qu'il fait. Ils interceptent des avions de chasse russes, des appareils de transport militaire ou encore des avions de renseignement qui ne respectent pas les règles de vol internationales. Les pilotes français, dans un premier temps, n'ont pas à établir de contact radio avec les équipages russes. Tout se joue à distance, dans l'analyse de leur comportement. Soit l'avion va se laisser intercepter et être coopérant. Dans ce cas-là, on va juste l'escorter jusqu'à la sortie de l'espace aérien. Soit être non coopérant, voire avoir des manœuvres un peu plus agressives. Et donc là, tout ce qui se passe, on va le reporter à notre chaîne de commandement. Et eux pourront prendre différentes décisions, interroger à la radio, faire des tirs de semonce et, si nécessaire, demander l'ouverture du feu. Depuis les pays baltes, voisins de la Russie, les menaces évoluent vite. Chaque jour, cet officier de renseignement fait un point sur la situation. Vous pouvez vous attendre à voir des drones ukrainiens venant de Russie pénétrant dans les États baltes. Un phénomène les inquiète particulièrement. Des drones ukrainiens sont de plus en plus souvent brouillés par la Russie. Ce sont des drones qui partent d'Ukraine, qui peuvent remonter le long de la Biélorussie et arriver ici. Et comme il y a un brouillage dans cette zone-là, parce que c'est une zone d'intérêt pour la Russie, forcément, les drones perdent leur signal GPS et peuvent dévier. Et à la place de monter, dévier et partir en Estonie, en Lettonie, voire même en Lituanie. Les détachements de l'OTAN se relaient pour assurer la défense des pays baltes. Peu armés. La Lituanie en particulier ne possède pas d'avions de chasse, seulement quelques hélicoptères et avions de transport. À sa demande, les Alliés protègent son espace aérien. La Russie est une menace. Poutine est toujours dans l'escalade. Avoir notamment des Français ici envoie le message que nous ne sommes pas seuls. Le 31 juillet prochain, les militaires français quitteront la base lituanienne. Les Italiens arriveront pour poursuivre cette mission essentielle, protéger jour et nuit le ciel des pays baltes. Antoine, on a vu, alors ça se passait en Lituanie, mais hier, je le disais, des rafales, enfin les annonces qui ont été faites, c'est que des rafales vont être acquis par l'Ukraine. C'était encore inimaginable il y a quelques années. Oui, même il y a quelques mois, il y a quelques années, il était inimaginable qu'il y ait des rafales vendues tout court. Ça a fini par fonctionner et se vendre très bien. Sous la présidence de François Hollande, c'est Jean-Yves Le Drian qui a été un peu le VRP alors qu'il était ministre de la Défense. Et là, ça a commencé à se vendre très bien parce que c'est un très bel outil, c'est extrêmement efficace le Rafale, mais qui a mis beaucoup de temps à arriver à se vendre et à se faire une place sur le marché. Et sur l'Ukraine, je rappelle souvent ça, mais il y a eu énormément de lignes rouges. Et c'est vrai que avant même d'envisager des collaborations sur des avions de chasse comme ça, extrêmement perfectionnés, efficaces, la simple fait d'avoir des chars ou de leur fournir des chars ou de leur vendre des chars était une ligne rouge absolue. Que pensez-vous? Ce serait de s'engager dans la guerre. Le fait d'autoriser les Ukrainiens à frapper en Russie était aussi une ligne rouge absolue parce qu'on estimait qu'on allait devenir des belligérants. On avait peur de devenir des belligérants. Et on voit, et il y en a beaucoup d'autres sur les batteries anti-missiles, les missiles balistiques, etc. Il y a eu beaucoup de lignes rouges qui sont tombées les unes après les autres, progressivement, tout doucement, genre rarement, radicalement. Et c'est vrai que les Ukrainiens ont tendance à penser que finalement, si on avait pris la mesure de ce qu'est Vladimir Poutine un peu plus vite et de sa volonté jusqu'au boutiste, peut-être que si on avait donné davantage, quand je dis on, c'est évidemment les Européens notamment, ou les Américains sous Joe Biden, qui a fait beaucoup de discours et peu de gestes, en tout cas selon certains observateurs ou certains pro-ukrainiens, et bien peut-être que l'Ukraine s'en sortirait un petit peu
mieux aujourd'hui. Non pas qu'elle s'en sorte mal, elle a plutôt un léger avantage ou une dynamique positive de son côté, mais elle n'est pas non plus en train de gagner la guerre, elle n'est pas en train d'écraser la Russie, et elle a toujours une partie conséquente de son territoire qui est occupée. Patricia, on voit effectivement, comme le rappellent ces lignes qui ont changé ce coup d'accélérateur aussi dans le soutien militaire finalement. Même sur l'idée même de la coalition des volontaires que vous avez évoquée tout à l'heure, c'était il y a 1 an et demi. Dès le début, on regardait un peu cette initiative franco-britannique du coin de l'œil finalement. On y croyait moyen, faut dire les choses. Oui, mais là, on est passé dans une autre dimension. C'est-à-dire, ce qu'on croit, c'est que la Russie va pas vouloir s'asseoir à la table des négociations. Donc, une fois qu'on a bien intégré ça, et on a compris que la Russie pouvait totalement vouloir nous déstabiliser, en particulier sur le flanc Est, avec toutes les mesures de guerre asymétrique qui sont menées par la Russie, là, on a décidé, l'Europe a décidé, certains pays ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Et l'Ukraine a besoin d'armement. Effectivement, on était beaucoup trop tard. Nous, par exemple, là, on lui avait promis 6 Mirages. Il y en a 4 qui ont été livrés. Il y en a encore 2 autres qui vont venir. L'Ukraine a passé aussi un très gros contrat avec le Gripen, avec Saab, pour avoir des avions effectivement de chasse aussi très performants. Donc il y a le Rafale qui arrive derrière. On verra lequel des 2 constructeurs finalement livre le plus rapidement ces avions. Les Ukrainiens sont déjà en formation en Suède sur le Gripen. Ils ne le sont pas. Je ne sais pas s'ils le sont déjà sur le Rafale. Mais en tout cas, à quoi servent ces avions? Ces avions sont essentiels. Ils vont pas aller voler sur le Donbass ou en Russie. Non, ils sont là aussi pour taper, et en particulier taper ces fameuses bombes planantes qui sont redoutables. C'est ce que les Ukrainiens aujourd'hui craignent le plus. Contre le drone, ils arrivent à s'en sortir, ils ont des leurres, ils ont des bombes technologiques. Contre les bombes planantes aujourd'hui, ils n'ont pas tous les gens qui sont allés sur les fronts ukrainiens vous rapportent la même chose. Leur terreur, c'est ces fameuses bombes qui sont lâchées à distance, tirées par des avions à distance, qui font des kilomètres et qui, hop, s'aplatissent sur les positions. Et là, ces avions, effectivement, peuvent participer à la défense, finalement, du ciel aérien. Pour revenir sur la coalition des volontaires, cette coalition, elle est prévue pour la paix. Le jour où on aura traité, en tout cas, consolidé, j'ai envie de dire, la ligne de front avec au moins un cessez-le-feu. Nous en sommes très loin. Pour l'instant, Vladimir Poutine ne veut pas s'asseoir à la table des négociations. Il le répète, malgré les énormes difficultés auxquelles il doit faire face, en particulier avec l'isolement quand même de la Crimée. Je vous rappelle que la péninsule a des difficultés d'approvisionnement en une semaine. En une semaine, d'après les sources ukrainiennes, alors qu'ils ne sont pas confirmées complètement de sources indépendantes, mais il y a eu plus de 72 tankers de frappés. Vous imaginez, de bateaux qui étaient pour l'essence, pour la nourriture, pour des tas de choses en une semaine. Bon, donc ça prouve à quel point la pression effectivement ukrainienne est forte, mais en échange, la pression russe, justement par les bombardements de missiles et autres, est très forte sur l'Ukraine. Parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu autant de civils tués cette année, durant cette année-là, en tout cas. Et donc, le problème de l'Ukraine, c'est pas tant les avions, c'est aujourd'hui la défense du ciel par les fameux patriotes. Les fameux patriotes, les dont les défenses, États-Unis etc. ont accordé la licence. Voilà, mais ça prendra du temps aussi. Parce que c'est une entreprise privée, donc tout ça est un peu compliqué. Et je rebondis un peu sur le côté négociation. On a compris finalement que Poutine ne négociera pas, ça a mis du temps. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche nous a aidé un peu à nous réveiller aussi. Oui, parce qu'on s'est tous dit, oulala, il va vouloir une solution diplomatique, il va vouloir dans cette solution diplomatique complètement tordre le bras aux Ukrainiens et avoir une reddition forcée de leur part, et il n'a pas réussi. Et même en étant prêt à sacrifier complètement l'Ukraine, il n'a pas réussi à convaincre Poutine. Et ça a été plutôt rassurant pour les Européens, un soulagement pour les Ukrainiens en premier lieu évidemment, mais aussi une prise de conscience que du coup, eh bien finalement, c'est militairement qu'il faut l'emporter, parce que sinon on ne s'en sortira pas et ça n'évoluera pas. Et ce retour de Donald Trump, qui vous aussi est dans un désengagement militaire de l'Ukraine en disant c'est à vous de payer, c'est à vous de faire, si vous voulez acheter nos armes pour les donner aux Ukrainiens, allez-y, mais enfin payez, mais chers Européens, ça a aussi accéléré l'armement et la bascule de certaines de ces lignes rouges depuis un peu plus d'un an, voilà.
Et puis on voit l'Ukraine qui, pendant ce temps-là, pendant que tout le monde traînait un petit peu des pieds, a aussi essayé d'accélérer ses propres capacités, donc à produire par exemple ses propres drones, essaye aujourd'hui de produire son propre bouclier antimissile pour être le plus indépendant possible et dépendre le moins possible de ces tournées internationales que ne cesse de faire Volodymyr Zelensky pour convaincre tout le monde de continuer à soutenir l'Ukraine, et diplomatiquement, mais aussi militairement parlant. Alors, on a commencé cette émission en évoquant le 14 juillet, le traditionnel défilé militaire. Le 14 juillet en France, je voudrais qu'on en dise un mot. Antoine, c'est aussi malheureusement un jour particulier parce que c'est un jour de commémoration et en particulier aujourd'hui, puisque nous sommes le 14 juillet 2026 et il y a 10 ans, il y a eu ces attentats sur la promenade des Anglais à Nice qui, on le rappelle, ont fait 86 morts et plus de 400 blessés. Il y avait une cérémonie nationale présidée par Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur France 24, qui était importante pour les Niçois, parce qu'ils se sentent souvent comme étant des victimes de seconde zone, des attentats, comme si Nice était vécu comme une réplique des attentats de Paris, alors qu'il y a eu, vous l'avez rappelé, ce bilan catastrophique, 86 morts, dont 14 enfants d'ailleurs, et environ 450 blessés. Mais vous avez aussi des gens qui sont traumatisés autour. Je prends un exemple, c'est le premier procès qu'il y a eu sur cet attentat de Nice. Il y a eu 2539 personnes qui se sont constituées partie civile, donc qui étaient présentes simplement dans le périmètre et qui ont vu eux-mêmes ou qui ont été traumatisés, qui ont essayé d'aider, etc. Après, ça a été revu, donc il y a eu même encore davantage, plusieurs centaines d'autres parties civiles, mais c'est pour vous montrer l'impact que ça a eu sur place. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment parfois de hiérarchisation à Nice de cet attentat, alors que Nice a été fortement touché. 4 ans après, en 2020, rappelons-nous qu'il y avait eu une attaque aussi qui a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, qu'il y avait eu aussi des recruteurs, notamment Omar Diaby, qui était un des principaux recruteurs de djihadistes français, qui était de Nice. Donc Nice a beaucoup souffert pendant cette période-là. Et aujourd'hui, vous avez ces commémorations elles se sont terminées, mais avec les personnalités. Emmanuel Macron était là, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient là, la présidente de l'Assemblée nationale était là, pas celui du Sénat. Vous avez des ministres aussi, celui de l'Intérieur, le garde des Sceaux, mais les Niçois espéraient que certains resteraient un peu plus tard aussi dans la soirée, notamment en faisant l'impasse peut-être sur le match de l'équipe de France qui va commencer dans quelques minutes, parce qu'au moment où vous allez avoir, à l'heure précise à laquelle a eu lieu l'attentat à 22h34 il y a 10 ans, 86 faisceaux de lumière pour les 86 victimes qui vont s'élever dans le ciel niçois. Et à Nice, on se dit, c'est un comble de malchance avec le calendrier, mais qu'à ce moment-là, pas grand monde ne pensera aux victimes. Et la volonté d'Emmanuel Macron et de l'État et des institutions locales était de montrer que personne n'oubliait ces victimes-là, dont d'ailleurs elles sont issues d'une vingtaine de nationalités. Merci beaucoup Antoine Mariotti, merci Patricia Alémonière. On va plus loin, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est à retrouver sur france24.com. Antoine l'a évoqué en filigrane, la suite de l'essentiel, ce sera bien sûr dans moins de 5 minutes avec ce choc France-Espagne et cette première demi-finale du mondial. À tout de suite.